Les piliers du mode de vie qui influencent la santé, c'est l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, ce que je lis, ce que j'écoute, comment je respire. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et à votre santé optimisée aujourd'hui avec mon invité, le docteur Émilie Stenbach. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie intégrative. Alors c'est une spécialité relativement nouvelle de la recherche médicale et scientifique qui étudie le corps dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas, par exemple, à étudier un seul récepteur dans une pathologie, mais à s'intéresser à, par exemple, la communication entre organes, comment est-ce que mon intestin communique avec mon cerveau, ou encore l'impact de tous les facteurs du mode de vie sur la santé physique ou mentale. Donc c'est étudier le corps dans sa globalité. En tant que système. En tant que système, exactement. Puisque nos organes, comme un écosystème. Voilà, exactement. Parce que nos organes communiquent tous. Nos organes communiquent tous, et le cerveau, par exemple, n'est pas une petite boîte isolée du reste du corps. Et il intègre une série de messages qui lui permettent de prendre des décisions, de moduler notre comportement, notre humeur. Et ça, c'est très, très intéressant et assez novateur. Par exemple, étudier comment ce que l'on mange influence notre cerveau, c'est plutôt nouveau. Et nous avons 1 heure pour en parler. Vous avez 2 masters en neurosciences cognitives et fondamentales, une spécialisation en neuronutrition, et vous avez mené plusieurs années de recherche sur le microbiome intestinal. Alors vous faites partie de ceux qui disent microbiome. Oui. Il y a 2 écoles. Oui. Il y a ou le microbiote ou le microbiome. Alors, le microbiome, ça c'est parce que je me suis fait taper sur les doigts pendant ma thèse par mon professeur de thèse qui était le professeur Karine Clément, qui m'a dit qu'elle préférait qu'on dise microbiome, ça sonnait plus joli. Alors, les deux ont une signification un tout petit peu différente. C'est un peu différent, mais ça veut dire plus ou moins la même chose, quand même. Le microbiome prend en compte les gènes du microbiome, alors que le microbiote pourrait plus prendre en compte uniquement les espèces bactériennes. C'est une petite nuance de nerd. Vos recherches donc vous ont amené également à vous intéresser à l'obésité, le sommeil, la biologie de nos mitochondries. Oui. Ça c'est intéressant, les mitochondries. Oui, c'était très intéressant. Ça, voilà. Là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre de nos mitochondries, et vous avez vos réseaux The Brain Gust Scientist. Alors tout de suite, ça fait international. Oui, pour le scientifique du cerveau et de l'intestin, The Brain Gust Scientist. Et en effet, j'ai étudié plutôt à l'étranger, donc j'essaye de parfois alterner entre contenu français et anglais, mais ils sont en intégralité en français pour l'instant, et le livre est en français, je vous rassure. Vous êtes ce que certains appellent une neuroatypique. Vous avez eu la chance d'être diagnostiqué très jeune. C'est quoi une neuroatypique ? Alors ça c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est parce que c'est un terme qui revient. Donc j'ai été diagnostiqué assez jeune d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et d'une dyscalculie. Donc se faire des amis, avoir une scolarité normale ou avoir l'air d'être normal était assez compliqué pour moi à l'époque. Et faire des sciences, c'était pas compliqué ? C'était plutôt dur. Heureusement, je pense que la passion et le travail permettent parfois de surmonter certains obstacles. Mais à un moment donné, vous avez dû rentrer dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Pour faire une scolarité. Oui, donc la scolarité était très très problématique. Et puis après plusieurs années quand même assez compliquées, j'ai été mise sous méthylphénidate. Shkoun. Un Shkoun. C'est quoi le méthylphénidate ? Le méthylphénidate, c'est un stimulant assez puissant. Certains l'appellent une cocaïne légale. Bon, ça permet aux personnes qui souffrent d'un trouble d'attention et de l'hyperactivité de compenser leurs troubles. Et pour moi, je pense que sans ce médicament, j'aurais pas pu finir ma scolarité. Vous dites que ça a été magique. Du jour au lendemain, mon écriture était lisible. J'ai pu passer mes examens dans la même salle que tous les autres étudiants. J'ai pu apprendre des choses, ce qui n'était pas le cas avant. Mes parents ont pu faire autre chose que de vous surveiller. Faire leurs devoirs avec moi. Oui, ça a été magique. Bon, je ne fais pas de promotion d'un médicament, évidemment, sans avis médical. C'était indiqué dans ma situation particulière. Et je pense que ça a été magique pour moi.
Peut-être qu'aujourd'hui, il est prescrit un peu trop facilement, ce médicament. Oui, parce que souvent, les solutions dites miracles, après, exactement. elles sont dépassées par leur succès. Ouais. Mais... Parce que les parents veulent avoir la paix. Exact. Et j'observe, donc pendant mes études, j'ai été dans différentes universités, et j'ai par exemple observé qu'à Londres, les étudiants se procuraient ce type de médicaments pour performer sans trouble, alors qu'il y a quand même des effets secondaires qui sont tout de même sérieux avec ces médicaments. Donc il ne faut pas... je ne fais pas du tout la promotion de ces médicaments ici, mais dans mon cas, ça m'a permis en tout cas de finir ma scolarité. À la même époque, le contenu de votre assiette va changer. Hein, et là aussi, c'était important, puisque c'est là le moment de votre prise de conscience, finalement. C'est là que oui, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact de mon mode de vie sur le cerveau. Mais donc, j'étais très jeune, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Et je pense que c'est là aussi que j'ai commencé à être très intéressée par les sciences. Donc, je pense que toute cette phase de diagnostic, réaliser qu'un médicament pouvait tellement influencer mes comportements, passer autant de temps chez des neurologues, des psychiatres, des neuropsychologues pour faire tout type de tests pour savoir qu'est-ce que j'avais, m'a donné envie de m'intéresser au cerveau, évidemment, puisqu'on scrutait beaucoup le mien. Et puis donc ce médicament m'a beaucoup aidé. Mais j'ai commencé à souffrir de la stigmatisation liée à ce médicament. Donc quand je rigolais trop en classe ou que je tombais de ma chaise, le prof allait dire devant tout le monde, Émilie, reprend une pilule, ça fait plus effet. Donc c'est très difficile d'entendre ça quand on est un enfant. On a l'impression qu'on a besoin d'un médicament pour rentrer dans un moule et qu'on n'a pas une valeur qu'on ne correspond pas à ce qu'on attend de nous et qu'on n'a pas de valeur sans le médicament. Et puis il y a des effets secondaires comme des insomnies, de l'agressivité. Et puis quand on arrête le médicament et qu'on en prend pendant 1 an non-stop, qu'on arrête bêtement le médicament du jour au lendemain, chose que je faisais à l'époque parce que mon médecin n'avait ni expliqué à moi ni à mes parents qu'on ne devait pas faire ça, j'ai souffert de symptômes de sevrage assez violents. Donc bref, petit à petit j'ai eu des intuitions alimentaires. Donc là c'est pas la scientifique qui parle, c'est l'enfant d'avant. Et j'ai changé le contenu de mon assiette, donc j'ai arrêté de manger, je sais pas, des tartines à la confiture ou des céréales au petit déjeuner. Et j'ai commencé à demander à mes parents de me servir les restes des dîners de la veille, disons du poulet, un pavé de saumon, ce genre de choses. Ce qui les a assez fort interpellés, parce que vers 15-16 ans... Ouais, quand on a ce genre d'intuition alimentaire, c'est pas la chose qui vient en un. C'est un peu spécial. Ouais. Ils en rigolent encore aujourd'hui. Donc systématiquement, maintenant j'ai 32 ans, donc je vais plus beaucoup chez mes parents, mais mon papa va laisser exprès des restes encore aujourd'hui d'aliments très protéinés dans le frigo, parce que, avec un post-it pour moi, pour que je me sente bien. Donc à l'époque j'ai fait tout ça de manière très intuitive. Je me sentais beaucoup mieux, je me concentrais mieux à l'école et j'ai petit à petit décidé d'arrêter le médicament. Donc je ne dis pas... Donc vous avez pu mesurer l'impact que ces changements d'alimentation pouvaient avoir sur vous. Enfin, oui. À votre niveau, bien sûr. Mais c'était pas réfléchi, j'ai pas fait de lien. C'est beaucoup plus tard, lors d'un stage j'étais stagiaire en neuropsychiatrie, une neuropsychiatre en particulier m'a dit c'est marrant, le régime alimentaire que tu mets en place c'est celui que je prescris aux enfants que je suis et qui ont un trouble de l'attention et de l'hyperactivité avant de leur prescrire le médicament pour voir si ça peut les aider. Et là je me suis dit ok, en fait si ce que j'ai fait peut être intéressant et que ça peut avoir un tel impact sur la qualité de vie, ça sera ma carrière. Donc, c'est incroyable, hein. Ouais, c'est trop chouette. Ouais. Mais ça part d'une intuition. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant, et pour moi c'est important de rappeler que c'est... vous voyez, surtout quand on est exposé, c'est important qu'un scientifique rappelle que mon histoire personnelle n'est pas une généralité scientifique, que je rapporte, que c'est mon vécu personnel qui m'a permis de découvrir cette passion. Mais de devenir scientifique. Scientifique. Voilà, c'est ça. Mais que j'invite tout le monde ici qui souffrirait de troubles de l'apprentissage, d'en parler à son médecin
et de se faire suivre par quelqu'un et de ne pas suivre juste les conseils d'une personne parce que chez elle, ça a changé sa vie. Mais de toute façon, par rapport souvent, à ça. ces troubles-là, ils arrivent quand même assez jeunes et c'est souvent les parents qui sont aux manettes. Oui. Hein, c'est rarement celui qui est concerné, qui est aux manettes et qui dit oui. Oui. Non, c'est les parents qui décident quand même à ce moment-là. Vous publiez Votre santé optimisée chez Marabout, le protocole quotidien qui va changer votre vie, un livre que vous avez pensé comme un protocole de mode de vie. Oui. Hein, et ça tient dans une journée. Oui. En fait, c'est le protocole d'une journée. Hein. Il y a 10 étapes, mais ça rentre dans la journée. C'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que quand on est scientifique, on peut écrire des choses très intéressantes, mais aussi extrêmement chiantes, ennuyeuses, si vous préférez, excusez-moi. Et que c'est difficile pour le grand public de pouvoir vraiment suivre les conseils parfois d'un scientifique. Et en fait, faire un protocole de mode de vie d'une journée permettait de tenir un peu le lecteur par la main et de l'accompagner dans une journée type. Alors évidemment, chaque personne est unique et a des besoins différents, mais ça simplifie l'ensemble des étapes que j'avais envie de donner dans le livre en étant vraiment très didactique, très pratique. Donc imaginez que vous avez systématiquement des coups de pompe entre 13 et 15 heures. Vous pourriez aller voir la partie qui concerne cette étape de la journée. Si vous souffrez d'insomnie systématiquement, il y a toute une partie sur l'insomnie, donc c'est vraiment pratique. Et aussi, je voulais que ce soit holistique. Donc... Comment hacker votre cerveau si vous n'arrivez pas à dormir? Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Mais l'insomnie, c'est un sujet de société. Hein. Oui, les troubles du sommeil touchent une grande partie de la population. Donc, en fonction de ce qui ne va pas, on peut aller voir le chapitre qui correspond. Exactement. Et alors, j'ai essayé de parler de la plupart des piliers majeurs du mode de vie qu'on peut modifier. Donc, il y a autant des conseils issus de la littérature scientifique quant à l'alimentation, le contenu de notre assiette, l'activité physique, le sommeil, mais aussi l'importance de la nourriture émotionnelle ou intellectuelle pour nourrir la réserve cognitive. Voilà. Votre santé optimisée. Voilà. Un livre qui vient de sortir chez Marabout, le protocole quotidien qui va changer votre vie. Son auteur est avec nous aujourd'hui. Le docteur Émilie Stenbach est avec nous jusqu'à 13h. Vous disiez tout à l'heure que nous étions un écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est un écosystème ? Pour faire très simple, on va imaginer qu'on a la forêt amazonienne. Alors vous parlez de la forêt amazonienne parce que vous êtes allé écrire votre livre au Brésil. Donc c'est ça un peu quand même. Vous avez dit je vais écrire mon livre au Brésil. Après un doctorat où on a quand même travaillé beaucoup et dans des conditions parfois stressantes et qu'on a l'occasion d'écrire un livre, pourquoi le faire à Paris ? Pourquoi pas si on habite à Paris, si on habite à Paris, ça paraît logique de l'écrire à Paris, mais bon. Ouais, la vie est très agréable et moins chère aussi là-bas. Au Brésil. Donc tout ça parce que ça vous a rapproché de la forêt amazonienne et que ça peut-être vous a donné un point de départ. Aussi parce que ma sœur jumelle habitait là-bas. Donc ça c'était chouette. C'était une belle opportunité. Ça aide. Donc ça aide. Bien, donc je pense que parfois, quand on appréhende la santé, on est très réducteur et on la regarde sous un tout petit aspect. Et en biologie intégrative, on s'intéresse à l'organisme comme on regarde l'interaction entre chaque élément du système. Donc, oui, nous sommes un écosystème. Il y a nous, l'être humain. Chaque organe interagit avec l'autre. Et puis, on a aussi notre microbiome intestinal, qui n'est pas vraiment nous, enfin pas nous du tout. On est un ensemble de nous et une série de micro-organismes qui vivent partout sur notre peau, dans notre intestin, dans chaque cavité, et qui influencent grandement notre santé. Et puis, notre système, il est très fort influencé par tout ce qu'on mange, par cet échange qu'on a en ce moment, par le bruit auquel on est exposé, par notre sommeil, l'activité physique. Donc, on est un écosystème, oui, et je pense qu'on peut s'intéresser à chaque composante de l'écosystème pour mieux comprendre la santé, prévenir les troubles de santé, voire les soigner. Vous vous intéressez, alors vous beaucoup, comment le cerveau du bas communique avec le cerveau du haut.
Par exemple. Par exemple, Ouais. c'est un exemple de communication, on va dire, permanente. Permanente. Et donc, quand je faisais mes études en neurosciences, je sais que mes professeurs étaient un peu étonnés que je m'intéresse à l'impact de l'alimentation sur le cerveau. Et je faisais toujours des stages dans des spécialités qui n'avaient rien à voir avec les neurosciences, ce qui énervait parfois. Et donc, j'avais fait un stage en hépatologie où le professeur qui m'encadrait m'avait proposé de faire mon doctorat sur le microbiome fécal. À l'époque, on n'en entendait pas trop parler. À ce moment-là, j'étais à Londres et il m'avait proposé une thèse géniale à Rome, un doctorat, où on allait étudier l'impact de transplants fécaux sur différents aspects de la santé. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Et je me souviens que je m'étais dit, ce type est taré. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Faut que je m'en aille, quoi. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que je vais faire concrètement dans ma thèse. Alors aujourd'hui, on récupère des selles, on les mixe, on les inocule, donc on les insère chez d'autres individus pour les soigner de pathologies graves. Ça me semblait extrêmement farfelu, très pseudo-science. Et finalement, j'ai 2 années plus tard commencé un doctorat sur le microbiome intestinal ici à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. Maintenant, il y a le projet French Gut. Ouais. Il y a plein de projets ici. De collecte de sel, justement, des Français. Mais c'est un projet mondial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la transplantation fécale, alors c'est très étudié, mais il y en a même qui s'amusent sur Internet à le faire. Donc ça, c'est très dangereux. À le faire à la maison, quoi. Ouais. Donc pour ceux qui écoutent et qui n'ont peut-être jamais entendu ce que c'est qu'une transplantation fécale, déjà, on utilise le terme transplant, parce qu'on considère le microbiome intestinal comme le dernier organe, un organe qu'on étudie depuis peu de temps, parce qu'on n'avait pas les techniques pour. Et il a une telle importance qu'on parle de transplant comme si on transplantait un cœur ou un cerveau. Ce serait difficile de transplanter un cerveau. Et donc, il s'agit de prendre les selles d'un individu, et donc tous les micro-organismes qui vivent dans ce segment de l'intestin, et le mettre chez un autre individu. Alors aujourd'hui en France, il n'y a qu'une seule indication dans laquelle on fait ce type de pratique, c'est quand on est infecté, on est malade à cause d'un pathogène qui s'appelle Clostridium difficile et qui nous rend très malade. On a par exemple beaucoup la diarrhée. C'est extrêmement handicapant et en fait il y a eu une étude clinique où les participants avaient soit le traitement médicamenteux qui était le plus efficace à l'époque, soit on leur faisait un transplant fécal, donc 2 groupes. Donc c'était une étude vraiment fascinante parce qu'il y avait un tel taux de rémission dans le groupe qui recevait les transplants fécaux qu'ils ont décidé d'arrêter l'étude parce que c'était plus éthique de ne pas faire le transplant fécal à l'ensemble des participants, puisqu'ils étaient soignés très très rapidement d'une maladie qui est quand même très invalidante. Mais aujourd'hui, c'est la seule pathologie dans laquelle il y a une indication. Oui, parce qu'en fait, le microbiome intestinal influence tellement d'aspects de notre santé qu'imaginez, vous êtes merveilleux, intelligent et mince, et je souffrirais d'une maladie, disons, je souffre d'obésité grave et de diabète de type 2. Et on pourrait vous transplanter votre microbiome pour soigner mon obésité, disons, j'essaye de faire très simple. Et en fait, on ne s'était pas aperçu que vous souffrez d'une autre pathologie, disons, de dépression. Cherché, ouais. Et en fait, vous allez me transmettre quelque chose que je n'aurais pas voulu avoir. Donc ça, c'est dangereux. Mais le faire à la maison est extrêmement dangereux. D'ailleurs, le lavement du côlon, c'est aussi une pratique qui devrait... Alors, vous, dans votre livre, vous dites qu'il ne faut surtout pas faire ça. Surtout pas faire ça. En fait, quand on insère quelque chose dans son anus, on insère des pathogènes qui ne sont peut-être pas censés y être. Il y a un risque de perforation, ça peut être létal, on peut en crever, de se perforer l'intestin. Et puis notre intestin, il n'est pas sale, et tous ces micro-organismes, toutes ces petites bactéries et autres types de micro-organismes, ils sont essentiels pour notre santé. Donc si on les lave, qui va venir à la place ? Est-ce que c'est des micro-organismes qui sont méchants ou gentils ? On ne sait pas. Et puis, c'est un écosystème vraiment qui est en équilibre parfait. Par exemple, on a une couche de mucus qui protège la peau. Donc, si on va le laver, des gens font ça avec du café, par exemple. Il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix, débile, qui s'appelle Apple Cider Vinegar, qui est très à la mode, le vinaigre de cidre. C'est très bon pour le diabète, notamment.
Non, c'est ce qu'ils disent. Enfin, Oui. c'est ce que les tenants de la technique de la cuillère de cidre, Oui. de vinaigre de cidre disent. Ça fait baisser la glycémie. Si c'était vrai, la metformine ne serait pas aussi vendue. Enfin, bref. Mais ce Pour qui veut dire, revenir à l'intestin, ouais. c'est dangereux, il ne faut pas le faire soi-même. On n'a pas envie d'enlever le mucus qui protège, par exemple, la peau, l'épithélium, la peau de l'intestin. On ne fait pas ça tout seul à la maison. Il y a vraiment des dangers très, très réels et très dangereux. Voilà. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes une neuroatypique, parce que tout de suite, vous avez été intéressé par un sujet émergent. Et que vous avez compris l'intérêt que ce sujet avait, que les autres ne voyaient pas. Peut-être. J'ai une personnalité un peu farfelue, on dit. Non, ou j'ai fait des liens un peu spéciaux. Ou intéressé. Oui, je suis. Parce que vous voyez l'intérêt là où les autres ne le voient pas. Mais c'est peut-être aussi ça le génie. Aujourd'hui, je vois ce trouble de l'attention et l'hyperactivité comme une force. Parce que je pense que ça me permet de faire des choses que d'autres n'osent pas, de dire des choses qui ne se disent pas. Donc, dans certaines situations, c'est extrêmement handicapant. Professionnellement aussi, ça l'est parfois. Vous n'avez pas les codes. Les codes, oui, c'est ça. Mais je pense que si aujourd'hui j'ai une carrière si chouette, parce que franchement, je m'amuse, que je suis si passionnée par ce que je fais, c'est peut-être parce que j'ai jamais pris le stage qui était sur la liste, que j'ai trouvé les seuls superviseurs qui trouvaient que ma personnalité était intéressante. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a croisé... Mais ce qui est pas la majorité. Il y en a toujours un ou deux qui voient l'intérêt, mais la majorité ne voit pas l'intérêt. Hein. Oh, oui. Ou la majorité ne comprend pas. Ils disent non, elle, trop farfelue. Mais il y en a toujours un ou deux qui disent ah, ouais, intéressant. Qu'est-ce que vous appelez... Alors, vous, votre truc, c'est l'étude du mode de vie et son impact sur la santé. Ouais. Globalement, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous mettez dans le mode de vie ? Le mode de vie, ouais. C'est l'ensemble des comportements ou des actions qu'on fait parfois quotidiennement et qui sont donc modifiables. C'est comme la mode de ce que je porte, c'est la mode de vie, c'est la manière dont je vis. Ça peut être tout ce que je mange. Mais la façon de vous habiller, est-ce que ça a un impact sur votre santé ? Peut-être. Ça, peut-être. Si je m'habillais comme vous avec un pull rouge qui donne envie aux gens de sourire, peut-être que du coup on sourit et vous êtes plus heureux. On fait de la radio, c'est justement pour pas qu'on voit le pull rouge. Bah, il est beau, c'est chouette. Ouais. Mais non, alors que si je m'habillais tout en noir avec du noir autour des yeux, j'attirerais moins le sourire. Non mais c'est par exemple le mode de vie, c'est quoi ? Voilà, pour ceux qui nous écoutent là, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous mettez les composantes de notre mode de vie ? Alors les piliers du mode de vie qui influencent la santé, c'est l'alimentation, ce que je mange, comment je mange, dans quel cadre je mange, le sommeil, comment je dors, combien de temps je dors, quelle est ma routine de sommeil, qu'est-ce que je fais quand j'ai une insomnie, l'activité physique, est-ce que je bouge pas, est-ce que je fais de l'exercice physique, est-ce que je fais du renforcement musculaire par exemple. C'est aussi ce que je lis, ce que j'écoute, comment je respire. Donc, c'est très très vaste le mode de vie. D'accord. Mais tout dans notre mode de vie n'a pas un impact sur la santé. Ou si ? Si, je pense que si. Ouais. Que le mode de vie a un impact sur la santé. La manière dont je m'assieds en ce moment a un impact sur ma santé. Si je suis toujours affalée oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Parce que au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études sur les postures qui disaient que finalement, fallait pas forcément se tenir droit pour être. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc c'est pour ça que je veux dire, affaler longtemps, on a dit qu'affaler c'était pas bien, puis après on a dit non, finalement affaler c'est pas. Ça va. C'est par exemple, est-ce que je travaille toujours à l'intérieur dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre et je ne sors jamais dehors ? L'exposition à la lumière fait aussi partie du mode de vie et elle a un impact sur notre santé. Oui. Donc c'est l'ensemble des actions, des comportements qu'on réalise. Les dernières études scientifiques suggèrent qu'en modifiant votre mode de vie à 30 ou 40 ans, vous pourriez gagner jusqu'à une dizaine d'années d'espérance de vie en bonne santé. Et ça, on peut le faire jusqu'à 60, 70 ans.
C'est-à-dire que finalement, il n'est jamais vraiment trop tard pour modifier son mode de vie. C'est ça que ça veut dire. Ce livre, vraiment, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que peu importe qui vous êtes, votre âge ou votre état de santé, il faut se dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas... si une femme de 60 ans écoute cette émission et apprend qu'elle doit idéalement faire du renforcement musculaire 2 fois par semaine, il ne faut pas qu'elle se dise de toute manière, je ne l'ai jamais fait de ma vie, je me sens faible, je n'y arriverai pas, je serai en situation d'échec et c'est sans doute trop tard. Non, c'est pas trop tard. Une personne de cet âge-là qui a un risque cardiovasculaire élevé pourrait aussi se dire, tiens, en fait, je ne savais pas, mais mon mode de vie peut influencer ma santé cardiovasculaire, donc le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer, et je peux agir. Avec le docteur Émilie Stenbach, aujourd'hui, on parle de biologie intégrative et on parle de notre mode de vie et de voir comment ce mode de vie a un impact sur notre santé. Finalement, on disait tout à l'heure qu'on peut modifier notre mode de vie, même après 60 ans, que de toute façon, c'est jamais perdu. C'est jamais trop tard. Voilà, exact. C'est jamais. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre livre. Vous proposez de changer notre mode de vie, mais changer, c'est pas toujours facile. Surtout quand on a 40 ou 50 ans. Comment est-ce qu'on fait pour installer une habitude ? Alors ça, c'est la première partie avant de débuter le protocole. Parce que comme je propose de faire beaucoup de changements différents sur plein d'aspects du mode de vie, je pense qu'il était très important, avant de se lancer, d'expliquer qu'il faut avant tout être très très bienveillant envers soi-même. Donc on ne décide pas du jour au lendemain de commencer un régime drastique, souvent débile d'ailleurs. Qu'il faut y aller petit à petit et se mettre des tout petits objectifs. Et une fois qu'on atteint un tout petit objectif, on peut petit à petit être plus ambitieux. Disons que vous êtes complètement sédentaire. Le premier objectif, ça pourrait être de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Et si vous y arrivez pendant une semaine, vous pourriez vous dire que vous allez en plus de ça sortir un arrêt plus tôt du métro avant de vous dire demain, Émilie, je vais aller tous les jours faire une séance de crossfit à jeun. Et puis, non, il faut y aller petit à petit. Donc je propose à la fois traquer l'évolution, suivre l'évolution, avoir des choses visuelles qui nous aident à suivre l'évolution, par exemple avoir un carnet dans lequel on note les choses qu'on a fait ou pas fait pour se féliciter et suivre les accomplissements qu'on a réussi, pouvoir les augmenter petit à petit, avoir des objectifs précis. Les objectifs, ils ne doivent pas être basés sur la validation extérieure. C'est pas j'ai envie d'être plus mince pour que Monsieur Robuchon me trouve plus jolie. Ça va être j'ai envie d'être plus mince parce que je sais que si je perds les 10 kilos que j'ai en trop, je pourrais prendre mes enfants dans les bras plus tard, me lever de ma chaise tout seul, etc. Avoir des objectifs vraiment qui se rattachent à des valeurs profondes qui nous touchent particulièrement. Donc y aller petit à petit, fixer un objectif qui a vraiment de la valeur, suivre l'évolution, ça c'est chouette aussi, se féliciter quand on atteint un objectif. Une petite victoire. Voilà. Ouais. Donc si on a réussi à gagner 100 grammes de masse musculaire ou 200, 300 grammes de masse musculaire, ou qu'on arrive à faire 12 pompes alors qu'on arrivait à rien faire avant, s'offrir une petite récompense, celle qui nous fait plaisir. On peut aussi essayer d'ajouter, j'explique tout ça dans le livre, mais des choses qui rendent la nouvelle habitude plus facile. Donc j'ai envie de commencer à faire des pompes tous les matins. J'invente n'importe quel objectif. Oui, vous inventez, parce que personne n'a envie de faire des pompes tous les matins. Enfin, pas en un. Voilà, mais disons que j'essaie de faire quelque chose de bidon pour qu'on visualise. On pourrait se dire, je vais mettre un tapis de yoga au pied de mon lit tous les soirs. Comme ça, la première chose que je vois quand je me réveille, c'est mon tapis de yoga. Je fais mes 10 pompes, je coche sur mon agenda que j'ai fait mes 10 pompes et je continue ma journée. On peut aussi ajouter la nouvelle habitude à une habitude préexistante. Donc plutôt que de se dire qu'on va aller faire des séances de crossfit alors qu'on n'en a jamais fait, on va juste dire, plutôt que de rentrer uniquement en métro ou en voiture, je vais rentrer à pied, à vélo, en courant, pour que ce soit plus facile. Voilà, je donne une série de petits conseils, mais
je pense que le premier conseil, c'est d'y aller très progressivement, avec beaucoup de bienveillance. Quand on essaie de tout changer du jour au lendemain, souvent, on se trouve en situation d'échec. On s'identifie à l'échec, on n'a plus envie d'y retourner. Chaque habitude repose sur une boucle de rétroaction. Mais finalement, c'est une vraie question. C'est installer une habitude, et surtout qu'elle perdure dans le temps. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une habitude va perdurer ? Parce que prendre des nouvelles habitudes, ça, on peut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les installer dans la durée. Il faut le faire très progressivement. Il faut qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous procure du plaisir. Il faut qu'on ressente l'impact sur notre santé. C'est pour ça, par exemple, que la méditation est une habitude que beaucoup de personnes aimeraient mettre en place parce qu'ils savent que ça leur permettrait de mieux gérer le stress, mais qui est très difficile à mettre en place parce que c'est extrêmement rigoureux d'apprendre à méditer et qu'on ne voit pas tout de suite l'impact. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de méditer, mais vous essayez de méditer pour la première fois de votre vie, vous n'arrêtez pas de penser aux choses qui vous rendent anxieux ou qui vous tracassent, vous vous jugez parce que vous avez l'impression que ça n'allait pas que vous êtes nul à l'exercice. Donc ça, c'est extrêmement désagréable, et en plus vous vous sentez plus mal qu'avant. Donc par exemple, dans ce cas-là, il vaudrait mieux se dire, je vais juste apprendre à respirer 1 minute par jour avec une vidéo guidée où je m'assieds, j'inspire, j'expire très lentement, et là on se sent mieux. Et si on l'a fait petit à petit et qu'on voit un réel impact sur la vie, on pourrait être de plus en plus ambitieux dans la nouvelle habitude. Pourquoi faut-il bien se brosser les dents pour protéger notre cerveau ? Alors, donc, on a parlé du microbiome intestinal. C'est l'ensemble des micro-organismes, donc des bactéries et d'autres petites choses qui vivent de la bouche jusqu'au dernier segment du côlon, jusqu'à l'anus. On a un microbiome. Oui, ça commence dans la bouche. Partout, mais ça commence dans la bouche. Et on ne se rend pas compte, mais vous avez énormément de micro-organismes dans votre bouche. Même quand vous la lavez, il reste des micro-organismes, et très vite, c'est recolonisé. Et ces petits micro-organismes qui vivent dans votre bouche, ils influencent votre santé. Alors, quand tout va bien, c'est chouette. Et quand tout va mal, on peut ne pas s'en rendre compte. Donc, par exemple, certaines personnes vont se reconnaître ici. Quand elles se brossent les dents, systématiquement, elles peuvent saigner des gencives et se dire « Oh, c'est pas grave, j'ai les gencives sensibles ». Non, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et idéalement, il faut consulter. Donc, les petits micro-organismes qui vivent dans notre bouche, ils peuvent créer des petites colonies ultra résistantes, la plaque dentaire, et attaquer en quelque sorte la peau, donc nos gencives, et l'irriter, donc créer une inflammation locale. C'est ce qu'on voit quand les gencives sont par exemple toutes rouges. C'est un signe, c'est une maladie des gencives. C'est pas normal de saigner les dents. Et petit à petit, en fait, cette peau, elle peut devenir un peu plus poreuse. Donc ça veut dire que sa perméabilité n'est plus idéale. Ça veut dire que des petits fragments peuvent passer à travers la peau des gencives, sur des petits morceaux de peau, par exemple, de bactéries, voire des bactéries entières. Et en fait, la recherche montre que ce type de ce mécanisme favorise fortement ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Alors, il faut expliquer à tout le monde ce que c'est, parce que c'est important comme concept. Donc, si, en sortant d'ici, je trébuche sur le trottoir, je m'égratine le genou, je vais avoir une inflammation locale aiguë. Ça va gratter, il pourrait y avoir un peu de pus, ça devient rouge, ça peut même un peu chauffer. C'est mon corps qui provoque une réaction locale pour me défendre. Elle est limitée dans l'espace, dans le temps. Ça, c'est aigu. Une inflammation de bas grade ou systémique, c'est une inflammation qu'on ne ressent pas, qui est silencieuse, de bas grade, et qui est généralisée dans tout l'organisme. C'est tout l'organisme qui met en sorte qui met une espèce d'attaque permanente pour se protéger contre quelque chose. Et donc, quand on a par exemple des fragments bactériens qui passent de l'extérieur de notre organisme, donc de nos cavités, vers l'intérieur de l'organisme, il peut favoriser cette inflammation de bas grade. Et pour faire très simple, on peut imaginer que c'est comme si vous aviez un énorme embouteillage dans votre organisme qui altère la communication entre organes. Donc, par exemple, une des conséquences, c'est qu'on va avoir de l'insulinorésistance. Ça favorise l'insulinorésistance. Nos cellules, elles réagissent plus très bien au messager insuline, qui normalement permet de dire aux cellules « Eh oh, il y a trop de sucre dans le sang »,
est-ce que vous voulez bien le faire rentrer ? Et donc, quand on souffre d'insulinorésistance, on augmente le risque de souffrir de diabète de type 2. Et les études montrent que ce type de maladie des gencives, et une bactérie en particulier, qui est très agressive pour l'organisme, qui s'appelle Porphyromonas gingivalis, elle a un nom horrible, eh bien, elle favorise le diabète de type 2. Comment vous dites qu'elle s'appelle ? Porphyromonas gingivalis. Ouais. Et quand on soigne, donc on peut la retrouver dans le corps, donc elle arrive à passer à travers les gencives, on la retrouve dans le corps, par exemple dans le gras, dans le tissu adipeux. Et quand on soigne la maladie des gencives, on peut influencer la rémission du diabète de type 2, donc l'hémoglobine glyquée, qui est un marqueur de diabète de type 2, diminue et les paramètres s'améliorent. Et ça, on le voit même dans d'autres pathologies, même des pathologies du cerveau. Donc dans la maladie d'Alzheimer, ce type de maladie des gencives est un facteur. Donc les personnes qui souffrent de ce type de problème ont plus de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Mais à ne pas négliger surtout. Voilà. Donc c'est vraiment à ne pas négliger, c'est pas farfelu. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour faire le ménage dans sa bouche ? On se brosse les dents 2 à 3 fois par jour. Après un repas, on se rince bien la bouche à l'eau. Et puis idéalement, on passe des brossettes ou le fil dentaire le soir avant d'aller dormir. Parce qu'on n'a pas envie d'aller dormir avec des restes de glucides, de sucre dans les dents. Et que Porphyromonas gingivalis fasse la fête toute la nuit et attaque nos gencives. Voilà. J'espère que tout le monde a compris pourquoi c'est important de bien se brosser les dents et surtout de surveiller l'état de ses gencives. Mais vous disiez tout à l'heure que tout est lié, et là on voit qu'effectivement tout est lié. Tout est lié. Ouais. On est un écosystème. On peut... Et c'est ça qui est dommage, c'est que dans beaucoup de problèmes de santé, les gens négligent un problème de santé sans se rendre compte qu'en fait, rien que leur problème de gencive pourrait favoriser la maladie dont on a le plus peur, qui est la maladie d'Alzheimer. Vous préférez... Oui, alors que si on dit tout de suite maladie d'Alzheimer, ça les gens ils comprennent tout de suite. Oui, et c'est pareil par exemple pour l'obésité. Les gens sont grossophobes et ont des fausses croyances par rapport à l'obésité, mais je pense pas qu'un individu se rend toujours compte qu'en fait avoir une accumulation de masse grasse excessive peut favoriser la dépression ou la maladie d'Alzheimer ou plein de types de cancers différents. Voilà. Mais et c'est vrai, parce que sur l'obésité, il y a beaucoup d'idées reçues. Voilà, on croit que finalement l'obésité, c'est la maladie de ceux qui mangent trop et qui se laissent aller. Ça, c'est bête. C'est bête. Mais c'est une idée reçue. Oui. Voilà. Souffrir d'obésité, c'est pas un manque de contrôle de soi ou de volonté. C'est une maladie multifactorielle extrêmement complexe. Et dans de nombreuses situations, par exemple, quand on prend des souris dans un laboratoire et qu'on leur fait faire différents types de choses, elles peuvent prendre du poids avant même d'avoir un excès calorique. Ça, on le voit avec le transplant fécal, par exemple. Rien que le microbiome intestinal, donc ces bactéries qui sont négligées, peuvent favoriser la prise de poids sans alimentation différente. Donc, Bon, il y a énormément de sujets dans votre livre. Alors, je rappelle que c'est un protocole en 10 étapes sur 24 heures. Oui. Donc ça, c'est important de le rappeler, mais tout rentre dans la journée. Votre livre s'appelle « Votre santé optimisée, le protocole quotidien qui va changer votre vie » chez Marabout. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et faites attention à vos gencives. Oui, faites attention à vos gencives. Très belle journée santé sur Beurre FM.